Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux montagnes hallucinées. Il s'agit d'un roman de Lovecraft, initialement publié dans les numéros de février, mars et avril 1936 du magazine Astounding Stories. Le narrateur souhaite mettre en garde les scientifiques contre des travaux qu'il mènerait en Antarctique. Il possède des photographies de ce qu'il veut montrer, mais il songe que les gens vont penser à des trucages. Il se doute que lui et ses collègues d'une petite université, il s'agit de l'université de Miskatonic, n'auront pas le poids pour se faire entendre. À cause de cela, il attend le soutien de sommités du monde scientifique. Il est parti en expédition comme géologue dans le but de récupérer des roches et des sols de l'Antarctique grâce à des forages effectués dans des chaînes de montagnes et sur le plateau au sud de la mer de Ross. Le but était de trouver des traces d'espèces non encore découvertes. La troupe de cette expédition était composée de 4 membres de l'université. Pabody du département de technologie, Lake pour la biologie, Atwood pour la physique, et le narrateur qui représentait la géologie. Ils étaient accompagnés de 16 assistants dont 7 étudiants et 9 mécaniciens. La fondation Nathaniel Derby Pickman a financé l'expédition qui a eu peu d'écho parmi le grand public. L'équipe est partie de Boston en bateau le 2 septembre 1930. Elle a franchi le cercle polaire arctique le 20 octobre. Le 9 novembre, elle a débarqué sur l'île de Ross. Les premiers pas de l'expédition ont été relatés dans les journaux et à la radio et n'ont rien d'extraordinaire. Les travaux sont allés bon train. Lake était intrigué par des marques triangulaires visibles sur de l'ardoise. Pour en savoir plus, Lake a voulu se diriger vers le nord-ouest pour continuer ses recherches. Le narrateur a décidé de rester à la base avec Pabody et 5 hommes, tandis que Lake est parti pour mener une mission au nord-ouest dès le 22 janvier. Des nouvelles de Lake parvenaient à la base ainsi qu'au bateau nommé Arkham grâce à un récepteur. Lake a découvert des montagnes dont les hauteurs dépassent les 35 000 pieds, donc plus grandes que le mont Everest. Il avait l'intention de mener des recherches à cet endroit. Il était prévu que le narrateur, Pabody et 5 hommes rejoignent Lake plus tard. Après avoir foré le sol, l'équipe de Lake a découvert une caverne. Il s'y trouvait un grand nombre d'os et de coquilles qui dataient d'au moins 30 millions d'années. Lake a retrouvé des empreintes triangulaires striées, ce qui prouvait que l'être qui en était l'origine avait survécu plus de 600 millions d'années jusqu'à l'époque comanchienne, ce qui signifie qu'il existait un cycle de vie avant l'apparition des cellules archéozoïques. Il a remarqué que les ossements d'animaux portaient des blessures singulières. Ces découvertes ont poussé Lake à continuer la fouille de la caverne. Il a découvert une stéatite que les chiens ont détestée, puis des fossiles en forme de tonneau avec des ailes. Il n'est pas parvenu à savoir s'il s'agissait d'un végétal ou d'un animal. Lake a fait le lien entre les empreintes trouvées et les fossiles en forme de tonneau que les chiens ne supportaient pas. Il a trouvé des spécimens et il a décrit minutieusement les créatures qu'il a trouvées. Ces créatures font 8 pieds de long, ont des têtes en forme d'étoiles et des tentacules. Sur 14 spécimens, 8 sont en parfait état. Il avait l'intention de ramener les spécimens au camp et d'en disséquer un. Un fort coup de vent a empêché le narrateur de rejoindre Lake. Les créatures ont été transportées jusqu'au camp. Les chiens ont été éloignés du camp à cause de leur nervosité. Lake a pratiqué une autopsie sur un des monstres. Il a fait des découvertes étonnantes et ne savait toujours pas s'il s'agissait d'un végétal ou d'un animal. Lake a appelé ces créatures les anciens. Avant de prendre du repos, Lake a recouvert les créatures. Le dernier contact radio de Lake s'est déroulé à 4 heures du matin. Le contact radio devait reprendre à 10 heures. Quelques heures plus tard, la base et l'Arkham ne parvenaient plus à joindre Lake. Le narrateur a fait emmener à sa base un avion, Sherman ainsi que 2 marins. Le 25 janvier, l'avion a décollé de la base avec le narrateur, McTeague, 10 hommes et 7 chiens pour rejoindre le camp de Lake. Arrivé aux montagnes, le narrateur a ressenti une sorte de malaise en regardant le paysage. Au camp, l'équipe a retrouvé 11 corps. Le jeune Gedney a disparu. L'équipe cache la vérité dans ses comptes rendus et met les morts sur le compte des vents violents. Le camp, les installations et les machines étaient détruites. Les chiens du camp de Lake n'ont pas survécu. Les autres chiens apportés sont devenus nerveux près des spécimens biologiques et des stéatites. Ont été seulement retrouvés des spécimens biologiques endommagés. Les 8 spécimens intacts mentionnés par Lake avaient disparu. Le lendemain de leur arrivée, le narrateur et Danforth ont volé au-dessus des montagnes. Ils ont vu des choses qu'ils ont préféré ne pas répéter aux autres membres de l'équipe. Danforth a vu quelque chose qu'il ne veut pas raconter, même au narrateur. Durant ce voyage, Pabody, Sherman, Ropp, McTeague et Williamson ont remis en marche 2 appareils qui avaient été sabotés. Les avions ont été chargés de ce qui a pu être récupéré. L'équipe a rejoint la base, puis l'Arkham et a quitté l'Antarctique. Les membres de l'équipe s'efforcent de décourager d'autres personnes d'explorer l'Antarctique, bien qu'il soit impossible de stopper la curiosité des hommes. Aucun ne dévoile ce dont il a été témoin. Les preuves sont gardées mais non montrées. L'équipe Starkweather-Moore s'organise pour, elle aussi, partir pour l'Antarctique. Le narrateur sait que si elle fore,
elle libérera quelque chose qui mettra fin au monde tel qu'il est. Le narrateur va nous raconter ce qu'il a vu quand il était au camp de Lek. En plus de l'absence de Jedney, un chien avait disparu. Les corps retrouvés avaient été déchirés et mutilés de manière abominable. Le corral des chiens a été défoncé de l'intérieur, donc détruit par les chiens pour on ne sait quelle raison. Le narrateur et Danforth n'ont pas tenu responsable Jedney de la mort des hommes et des chiens. Les corps ont été effroyablement mutilés. Certaines masses de chair semblaient avoir été prélevées par un boucher consciencieux. Aucune trace n'a été retrouvée. Dans la tente de dissection, l'équipe n'a pas retrouvé la créature que Lek avait autopsiée, mais les restes d'un homme et d'un chien qui ont été disséqués. Certaines affaires ont disparu, tandis que d'autres sont retrouvées étrangement cassées ou détraquées. L'équipe a expliqué le carnage par la folie de Jedney. Sherman, Pabodie et McTeague ont survolé la région, mais ils n'ont retrouvé ni Jedney, ni le matériel disparu. Le narrateur et Danforth sont partis en avion afin de survoler la chaîne de montagnes. Le narrateur va nous raconter ce qu'ils ont réellement vu et non ce qu'ils ont raconté au reste de l'équipe. De leur avion, le narrateur et Danforth se sont trouvés au-dessus de ce qu'appelle le narrateur, un labyrinthe cyclopéen. Des tours et des remparts étaient visibles. On ne sait pas s'il s'agissait d'un effet étrange de la nature ou s'ils ont été taillés par une quelconque intelligence. Des ponts reliaient les tours entre elles. Il est devenu de plus en plus évident que les deux personnages survolaient ce qui a été une ville. Celle-ci a été construite avant que l'homme ne devienne un homme. La question que le narrateur se posait était de savoir quel être vivant a pu bâtir ces constructions géantes. La cité ne semblait pas avoir de fin. L'avion s'est posé et les deux personnages ont continué leur excursion à pied. Le narrateur et Danforth ont étudié de près les constructions. Ils ont fait des collectes d'échantillons et ont pris des photographies. Ils sont entrés dans un des bâtiments. Pour éviter de se perdre, ils ont répandu derrière eux des morceaux de papier déchirés. Après avoir inspecté les étages supérieurs, le narrateur et Danforth sont descendus étage après étage. Les pièces semblaient avoir été vidées de leurs meubles. Sur les murs étaient taillées des bandes sculptées étrangères aux arts traditionnels de la race humaine. C'est en regardant une frise que le narrateur a compris la vérité sur les êtres qui ont construit cette cité. Ces êtres vivaient sur Terre avant même l'arrivée de la vie sur Terre. Ils étaient des extraterrestres venus des étoiles. Plusieurs sculptures retracent l'histoire de ces êtres extraterrestres. Ces êtres sont venus sur la Terre alors que la vie n'était pas encore présente. Ils ont d'abord vécu sous la mer. Leurs intelligences surpassaient celles des hommes au temps du récit. Ils se sont débarrassés d'ennemis cosmiques et ont créé les Shoggoths qui ont été leurs esclaves. Ils ont développé des groupes cellulaires pour créer de la vie animale et végétale. Grâce aux Shoggoths, les anciens à tête d'étoile ont pu agrandir leur ville. Après avoir vécu dans la mer, les anciens se sont mis à vivre sur Terre. Ceux qui vivaient dans les eaux peu profondes ont conservé l'usage de leurs yeux et exercé la sculpture et l'écriture. Ceux qui vivaient plus en profondeur utilisaient des organes phosphorescents pour produire de la lumière et possédaient des sens spéciaux grâce à leurs cils. Dans l'eau, ils se déplaçaient en nageant et sur terre. Ils utilisaient le pseudopode ou volaient grâce à leurs ailes. Très peu mouraient et ils se multipliaient grâce au sport. Ils préféraient la nourriture animale. Les anciens vivants sous la mer mangeaient crus les animaux tandis que ceux vivant sur terre les faisaient cuire. Ils chassaient et élevaient des animaux. Le mobilier était placé au centre des pièces, laissant les murs libres pour la décoration. Le gouvernement semblait socialiste et ils utilisaient la monnaie. Certains vertébrés coexistaient avec les anciens qui les laissaient se développer car ils n'étaient pas en conflit avec eux. Les anciens ont commencé à coloniser l'Atlantique après que la Lune ait été arrachée de la Terre. Au départ, la Terre n'était formée que d'eau, puis il y a eu l'apparition du pôle Sud, puis une dérive des continents. Des êtres en forme de pieuvre, les rejetons de Toulouse sont venus sur Terre et ont fait la guerre aux anciens. Les rejetons de Toulouse se sont installés sur les nouveaux territoires tandis que les anciens ont gardé la mer et les anciens territoires. Lorsque les terres du Pacifique ont sombré, les anciens ont retrouvé leur suprématie sur la planète Terre. Les anciens maîtrisaient les Shoggoths, mais au fil du temps, les Shoggoths ont développé une forme d'intelligence et sont devenus intraitables. Les anciens leur ont déclaré la guerre et ont fini par avoir le dessus. Plus tard, la Terre a été envahie par les Migos qui sont des créatures mi-champignons, mi-crustacés qui ont repoussé les anciens dans la mer. Les anciens ont essayé de quitter la planète Terre, mais ils n'y sont pas parvenus. Les différentes cartes montrent qu'à l'origine, il n'existait qu'un seul continent. Celui-ci s'est divisé en plusieurs continents à cause de la pression centrifuge. Les cités des anciens n'existaient plus qu'en Antarctique et à la pointe de l'Amérique du Sud. Les divers phénomènes géologiques ont conduit à des reconstructions de plus en plus rares de la part des anciens. La cité trouvée par le narrateur devait être le dernier grand centre de la race. Selon le narrateur, ce qui a mis fin à la civilisation des anciens est l'arrivée du grand froid qui s'est installé aux deux pôles. Les sculptures témoignent du dépérissement des anciens et de leur migration vers des zones plus chaudes. Les anciens se sont installés de nouveau sous les eaux et ont construit une nouvelle cité. Les Shoggoths ont travaillé à la construction de cette nouvelle ville.
La cité n'a pas été désertée d'un coup. Les anciens faisaient la navette entre la ville terrestre et le gouffre marin. Puis le froid a continué de progresser et la cité terrestre a été considérée comme perdue. Nous ne savons pas ce qu'il s'est passé pour les anciens une fois installés définitivement dans les fonds marins. Le narrateur date les spécimens trouvés par Lake d'au moins 30 millions d'années. Il se pose des questions au sujet des 8 spécimens ramenés par Lake et qui ont disparu du camp. Le narrateur et Danforth ont renoncé au déchiffrage mural. En effet, ils allaient bientôt être à court de lumière et de papier et leur nouvel objectif était de découvrir l'océan. Grâce aux inscriptions, ils sont parvenus à trouver le tunnel qui allait les mener là où ils le voulaient. Danforth a senti une odeur étrange, mais ils ont continué tout de même leur chemin. Danforth a remarqué également que les débris avaient un aspect bizarre. Une trace de traînée récente s'est vue sur le sol. Ils ont senti ensuite une odeur d'essence, mais cela ne les a pas dissuadés de continuer leur chemin. Au bout d'un moment, le chemin est devenu impraticable. Danforth a aperçu un endroit où les débris ont été dérangés. Ils ont trouvé des objets qui étaient auparavant au camp de Lake. Sur des papiers, ils ont aperçu des croquis inspirés des sculptures. Est-ce Gedney qui les a réalisés? Au lieu de s'enfuir, le narrateur et Danforth ont été animés par la curiosité. Prenant en compte les dessins sur les papiers, ils se sont dirigés vers une place circulaire. Une fois arrivés à l'endroit indiqué, ils ont découvert 3 traîneaux chargés d'objets provenant du camp de Lake. Sous une bâche, ils ont trouvé les corps de Gedney et du chien disparu. Ils ont entendu un bruit. Au lieu de s'enfuir, ils se sont approchés de la source du bruit. Ils ont aperçu une grosse forme blanche. Il s'agissait d'un grand manchot aveugle et albinos qui a rejoint 2 autres manchots tout comme lui. Les 2 personnages se sont dirigés vers le gouffre. Ils sont parvenus à un espace en demi-sphère. Une chaleur s'est faite ressentir. Ils ont croisé d'autres manchots. Une odeur est devenue de plus en plus forte et a été mêlée à une autre puanteur bizarre. Des objets du camp de Lake sont encore retrouvés. Les sculptures sur les murs changent d'aspect. Elles deviennent grossières, prétentieuses et manquent de finesse. Sur leur chemin, ils ont rencontré des obstacles. Ils ont allumé une torche. Ils ont trouvé les corps de 4 anciens mutilés, décapités et recouverts de bave. Il était évident qu'il y avait eu un conflit entre les 4 anciens et ceux que le narrateur nomme les autres. Les coupables de ce massacre sont les Shoggoths qui sont des protoplasmes informes capables d'imiter et de refléter toute forme. Il semble que les 2 personnages ont vu un Shoggoth et entendent un bruit qui ressemble à Teclili. Danforth a poussé un cri et ils se sont enfuis en direction de la ville. Le bruit les a poursuivis, les manchots qui étaient pacifiques sont devenus épouvantés. Les 2 personnages sont parvenus à l'air libre, tandis que l'être qui les poursuivait a sans doute pris une mauvaise galerie. À un moment, ils ont regardé tous les 2 en arrière et ils ont vu la chose qui devrait pas être et qui pousse son cri particulier. Danforth s'est mis à réciter frénétiquement les stations de métro de la Nouvelle-Angleterre. Le narrateur et Danforth ont continué leur fuite. Ils ont retrouvé le labyrinthe de pierre, puis leur avion. Le narrateur a pris le contrôle de l'avion, car Danforth était trop nerveux et a fini par pousser un cri d'aimant. Ils se sont promis tous les 2 de garder le silence sur ce qu'ils ont vu lors de leur expédition. Le narrateur souhaite détourner les expéditions en Antarctique de peur qu'elles ne libèrent des monstres. D'après Danforth, l'horreur ultime était un mirage. Danforth souffre de ce qu'il a vu et a quelquefois des propos incohérents avant de les rejeter et de les attribuer à sa lecture du Necronomicon. Il crie le mot Teclili. Dans le chapitre 11, le narrateur écrit la phrase suivante: radiolaires, végétaux, monstres, frais d'étoiles. Quoi qu'ils aient été, c'étaient des hommes. Il considère les anciens comme des hommes. En effet, beaucoup de leurs activités ressemblent à celles des humains. Ils pratiquent l'art, ont un sens esthétique, les sculptures sont présentes pour rappeler leur passé. Ils pratiquent l'élevage et la culture afin de se nourrir. Ils ont mis en place l'esclavage grâce aux Shoggoths. Ils sont même décrits comme étant supérieurement intelligents aux hommes. Cependant, le narrateur oublie que ces êtres ne viennent pas de Terre, mais de l'espace. Ce sont des extraterrestres qui ont colonisé une planète qui était alors vide d'espèces vivantes. De plus, les anciens sont responsables des morts de Lake et de son équipe. Dans le texte, le narrateur utilise beaucoup de comparaisons. Il cite plusieurs fois le Necronomicon. Il s'agit d'un livre fictif inventé par Lovecraft. Les parallèles avec le Necronomicon servent à traduire un sentiment face à un paysage, à donner le nom d'ancien aux créatures à tête en forme d'étoile et à donner le nom de Shoggoth à des masses visqueuses. Le texte fait également référence au roman Arthur Gordon Pym d'Edgar Allan Poe. Il est évident que Lovecraft s'est inspiré du roman Les Aventures d'Arthur Gordon Pym de Poe pour écrire Les Montagnes hallucinées. Tout d'abord, la fin du roman de Poe se situe en Antarctique. Lovecraft fait 2 fois référence à l'histoire de Poe dans son texte. La première fois, Danforth fait le parallèle entre une montagne et une description de Poe. La seconde fois, le narrateur parle du cri de gigantesques oiseaux blancs présents dans l'œuvre de Poe et qui fait un bruit ressemblant à Teclili.
Lovecraft emprunte la mystérieuse phrase « Teclili » à l'œuvre de Poe et la place dans la bouche du Shoggoth qui pourchasse le narrateur et Danforth. Dans une lettre destinée à Auguste Derlet, Lovecraft a écrit qu'il recherchait à la fin des Montagnes hallucinées un effet similaire à celui présent dans Arthur Gordon Pym. Dans les Montagnes hallucinées, Lovecraft fait également plusieurs fois référence aux peintures de Nicholas Roerich. Cette référence permet de caractériser le paysage, qui est difficile à décrire tant il est dérangeant. Le texte donne des explications quant à la présence des anciens et des Shoggoths sur Terre. Ces derniers remettent en cause des vérités scientifiques qui dataient le début de la vie sur Terre avec l'apparition de cellules archéozoïques. Ce texte a également une visée plus large puisqu'il explique aussi la présence des rejetons de Toulouse et des Migos. Même si l'équipe de l'université de Miskatonic a été témoin de choses étranges, ce n'est rien face aux découvertes du narrateur et de Danforth. Ce sont ces derniers qui ont découvert la cité des anciens, leur histoire sculptée sur les murs et qui sont allés sous terre. Danforth pousse 2 cris. Le premier cri apparaît lorsqu'ils sont dans un tunnel. Ce cri signifie sans doute qu'il a pu voir un Shoggoth. Danforth a vu quelque chose de tellement horrible que cette chose semble irréelle. Il dira que l'horreur ultime était un mirage. Le narrateur ne l'a pas vu. Il nous raconte seulement l'odeur qui devient de plus en plus insoutenable au fur et à mesure qu'il s'approche du Shoggoth ainsi que le cri du Shoggoth. Danforth crie une seconde fois dans l'avion, ce qui signifie peut-être qu'il a vu une seconde fois le Shoggoth. Cette vue rend tout d'abord Danforth angoissé. Il se met à réciter frénétiquement des noms de stations de métro et il est incapable de piloter l'avion. Plus tard, Danforth ne racontera à personne, même pas au narrateur, ce qu'il a vu. Danforth est montré comme étant plus sensible que le narrateur. Il est le premier à sentir une étrange odeur et à voir de la bizarrerie dans les débris. Dans le dernier chapitre, nous avons affaire à un Danforth délirant. Il tient des propos incohérents et crie Teclili. Nous savons qu'il est un des rares à avoir lu entièrement le Necronomicon. Lire ou écrire le Necronomicon semble apporter de la folie. Les propos sans sens de Danforth seraient dus à des lectures singulières et macabres. Abdul Alazred, qui est l'homme qui a rédigé le Necronomicon, est appelé l'Arabe fou. Après leur découverte, le narrateur et Danforth se sont promis de ne rien révéler aux autres membres de l'équipe et au public extérieur. Cette parole a été tenue jusqu'alors. En écrivant sur ses découvertes dans les Montagnes hallucinées, le narrateur met fin au secret. Si le narrateur écrit son histoire, c'est pour empêcher une autre expédition de suivre leurs traces et de possiblement libérer d'autres monstres qui tueront les membres de l'expédition, mais qui plus grave encore changeront le monde tel qu'il est au moment du récit. Le narrateur possède des preuves de ce qu'il a vu dans les Montagnes hallucinées. Sur place avec Danforth, ils ont pris des photos et des croquis. Cependant, le narrateur sait qu'il sera difficile de convaincre le public puisque dès le début du chapitre 1, il se doute que le public va croire que les photos ont été truquées et que l'on rira des dessins. Il reproche aux autres leur curiosité. Or l'équipe de l'université de Miskatonic a fait preuve de curiosité. C'est la curiosité qui a poussé Lek à faire des recherches vers le nord-ouest après avoir trouvé des traces étranges et triangulaires. C'est également la curiosité qui a poussé le narrateur et Danforth à visiter la cité délaissée par les anciens et à continuer leur chemin souterrain, bien que beaucoup de preuves auraient dû les faire fuir bien plus tôt. L'objet a 8 pieds de long en tout. Le torse en tonneau de 6 pieds, à 5 arêtes, fait 3 pieds et demi de diamètre au centre, 1 pied aux extrémités. Gris foncé, élastique et d'une très grande fermeté. Les ailes membraneuses de 7 pieds, même couleur, trouvées repliées, sortent des sillons entre les arêtes. Armature tubulaire ou glandulaire gris clair, avec orifice au bout des ailes. Déployées, elles ont les bords en dents de scie. Autour de la région centrale, au milieu de chacune des saillies verticales en forme de douve, on trouve 5 organes gris clair, bras ou tentacules flexibles étroitement repliés contre le torse mais qui peuvent s'étendre jusqu'à une longueur de 3 pieds. Tels les bras des crinoïdes primitifs. Chaque tige de 3 pouces de diamètre se ramifie au bout de 6 pouces en 5 sous-tiges, chacune se ramifiant au bout de 8 pouces en 5 petits tentacules ouvris et filés, ce qui donne pour chaque tige un total de 25 tentacules. Au sommet du torse, un cou court et bulbeux, gris plus clair, avec des sortes de branchies, porte ce qui semble une tête jaunâtre en forme d'étoile de mer à 5 branches, couverte de cils drus de 3 pouces, des diverses couleurs du prisme. Tête épaisse et gonflée d'environ 2 pieds d'une pointe à l'autre, avec des tubes flexibles jaunâtres de 3 pouces sortant au bout de chaque pointe. Au sommet, une fente, juste au centre, probablement un orifice respiratoire. Au bout de chaque tube, une expansion sphérique ou une membrane jaunâtre se replie sous le doigt, découvrant un globe vitreux d'un rouge iridescent, un œil évidemment. 5 tubes rougeâtres un peu plus longs partent des angles intérieurs de la tête en étoile et finissent en renflement, comme des sacs de même couleur qui, sous la pression, s'ouvrent sur des orifices en forme de calice de 2 pouces de diamètre, bordés de sortes de dents blanches et aiguës. Tous ces tubes scient les pointes de la tête en étoile de mer étroitement repliées. Tubes et pointes collées au cou bulbeux et au torse. Surprenante souplesse en dépit de l'extrême fermeté.